Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau débat de la REP. Un débat de la REP consacré à un dossier fondamental pour l'aménagement du territoire, la Pau-Canfranc. Elle anime les débats surtout cette année, alors que le projet l'idée date de plus de 50 ans, puisque dès la coupure de la ligne après un accident, certains ont lancé l'idée de réouverture de cette ligne. Elle s'est concrétisée, donc il y avait le CRELOC, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, malgré notre invitation, qui a porté cette idée. La région Nouvelle-Aquitaine, le gouvernement d'Aragon, l'Europe, l'État français se sont mobilisés autour de ce projet. Aujourd'hui, il avance. Jean-Luc Gary, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur territorial de SNCF Réseau et vous êtes là pour nous apporter des réponses, parce qu'on a vu qu'il y a plein d'interrogations qui ont germé ces derniers mois notamment. Michel Bernos, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Jurançon et tout juste candidat à votre réélection et depuis ce matin et vice-président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. André-Pierre Bonamy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le coprésident d'une association qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois. C'est Pyrénées Bien Commun, qui a montré des vives critiques sur le projet actuel. Nous sommes une très très jeune association, oui, nous avons 6 mois d'existence. Et Bernard Uturi, bonjour, maire d'Oloron, ancien premier vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine qui connaît bien le dossier. Bonjour. Bonjour. Le titre du débat, c'est « La peur d'une autoroute ferroviaire est-elle justifiée ?» Alors on a mis « autoroute ferroviaire » parce que c'est un terme qui est apparu cette année dans le débat, et pour voir si ce terme a un sens, si c'est justifié. On va d'abord se replacer dans le temps. Il y a eu notamment en fin d'année dernière une concertation qui a été menée Jean-Luc Gary, c'est bien de dire que là on est à un moment charnière, puisqu'en 2026 il y a un autre moment important. Tout à fait. Merci d'abord d'organiser ce débat. Je pense que c'est toujours utile d'éclairer un débat comme ça. Enfin, un projet comme ça a besoin d'être éclairé, étayé par des faits autant que possible, évidemment. On a eu un moment de concertation en 2024, une concertation volontaire menée à l'initiative du maître d'ouvrage, c'est-à-dire des SNCF Réseau. Je rappelle que SNCF Réseau est maître d'ouvrage de ce projet, porté politiquement par la région, mais c'est nous qui assurons la maîtrise d'ouvrage, étant donné que nous sommes sur le réseau ferré national, et donc, à ce titre-là, maître d'ouvrage des travaux que l'on peut engager sur ce réseau. Et cette concertation, elle a été menée par un organisme indépendant qui est la Commission nationale du débat public. Tout à fait, elle a été menée sous l'égide de la Commission nationale du débat public, qui a nommé 2 garants indépendants, et qui ont mené donc cette concertation pendant 3 mois à peu près, 23-24 septembre 2024, jusqu'à mi-décembre 2024. Nous avons présenté la conclusion de cette concertation. On a clôturé la concertation en décembre, on a présenté les conclusions de la concertation au mois de juillet dernier à Oloron d'ailleurs. Voilà, ça c'était un temps important, puisque ça nous a permis de rencontrer les élus, de rencontrer les usagers, de rencontrer les riverains, de rencontrer tous ceux qui souhaitaient débattre, se renseigner sur le projet. Vous l'avez dit, il y a un nouveau temps important en 2026. Ça sera le débat public, puisque nous allons présenter d'ici la mi-2026, vraisemblablement à l'été, le dossier de débat public qui aura lieu donc à la suite. Ça dure à peu près un mois, un débat public comme ça, c'est très réglementé, c'est pas nous qui le décidons, c'est la loi. Et donc, au terme de ce débat public, un avis sera donné. Le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques aura à rendre un avis, et donc à prendre ou pas d'ailleurs la déclaration d'utilité publique du projet. Il a 1 an pour le faire.
Si l'avis est favorable, ça veut dire qu'on approche quand même de la réouverture qui pourrait avoir lieu au début des années 2030. Il restera des études à mener. On est au stade de l'AVP aujourd'hui, des études d'avant-projet. On aura des études pro, c'est-à-dire des études détaillées à mener. Il y aura les autorisations environnementales à obtenir. On est dans un milieu sensible et il nous faudra toutes les autorisations environnementales. Et puis après, on lancera la consultation des entreprises et à la suite de ça, on commencera les travaux. Alors ces derniers mois, des voix se sont élevées pour s'inquiéter on va dire, du tournant qu'aurait pris le projet, qui serait différent du projet originel. On a vu donc la création de votre association. Expliquez-nous ce qui vous fait peur. On a vu une grande interview dans l'Alain Rousset ce vendredi matin dans nos colonnes qui pointe des mensonges, d'énormes mensonges qui auraient été entendus lors de certaines réunions. Vous avez fait une pétition, vous avez fait des réunions publiques. Qu'est-ce qui vous chatouille alors que je pense qu'au début vous étiez pour la Pau Canfranc? Alors, bonjour à tout le monde. Oui, en fait, l'association, donc, comme je disais, a 6 mois. Et donc, c'est une association qui s'est créée parce que, en fait, par des bruits, nous avons entendu dire que ce projet était relancé. Et ce projet risquait de faire place à un gros trafic de fret. Donc, on s'est quand même interrogé. Donc, c'était juste avant la réunion d'Oloron. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, dans un premier temps, nous sommes tous, dans l'association, favorables au train. Ça, c'est extrêmement important. Tout le monde milite pour le train. Moi, je n'ai pas de voiture, déjà. Donc, tout le monde prend le train et tout le monde pense que le train, c'est un outil d'avenir, notamment pour la mobilité des passagers. Après, on verra sur la mobilité des marchandises, quels sont les moyens en place et surtout, quels sont les circuits qui permettent cette mobilité des marchandises. Parce qu'on ne peut pas le faire n'importe comment, dans n'importe quel environnement. Donc, pour revenir, donc moi, les questions, si vous voulez, c'est que on était à Oloron, et donc on a écouté effectivement le bilan, on a reçu ce bilan des maîtres d'ouvrage, qui est très bien fait. On a repris d'ailleurs l'illustration pour le débat. Très très bien. Et dans lequel il était noté que, on avait vu c'était un projet ambitieux financièrement. Quand je dis ambitieux financièrement, c'est-à-dire que, alors, moi, j'aimerais aussi avoir après des réponses sur l'enveloppe définitive. On met votre position. Voilà, l'enveloppe définitive, parce qu'on était passé de 450. Après, le président de la région a parlé de 800 dans une interview chez vous, je crois, au mois de... Mais Jean-Luc Gary vous répondra. Voilà, on dira où on en est, et puis ce qu'il y a dans cette enveloppe surtout. Quels sont les travaux qui sont dans cette enveloppe. Et puis, on s'est aperçu que dans ce projet, qui était quand même assez élevé en prix, eh bien, on avait 3 malheureux TER qui montaient jusqu'à Canfranc, et puis 2 trains Saragosse-Pau. Par contre, on avait 10 allers-retours, donc 20 convois de fret, donc on se dit, il y a un petit déséquilibre. On se dit, il y a un petit déséquilibre dans ce truc-là. Et 20 trains de fret qui vont de Plaza, donc Plaza, juste pour rapport... Plaza, c'est une grande plateforme qui... 1350 hectares. À Saragosse. 1350 hectares de terre disponibles. À Saragosse. C'est 1900 terrains de football. Je parle football, mais le rugby, c'est à peu près la même chose. 1900 terrains de football disponibles pour des entreprises de stockage de marchandises. Et c'est là où l'idée d'autoroute ferroviaire est entrée dans le débat. Vous avez même parlé de route de la soie. Ah oui. Alors là, si vous voulez, on en parlera peut-être un peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, les routes de la soie, les Chinois, ils appellent ça le BRI. En France, le BRI, c'est autre chose. Le BRI, c'est Belt and Road Initiative. Ça veut dire que aujourd'hui, le cargo mer, ne suffit pas en temps, c'est 5 semaines. Mais pour la fast fashion, notamment, le train, c'est 12 jours. Et il y a encore mieux, c'est le cargo avion qui, lui, est 20 heures. Et il faut savoir que l'aéroport de Saragosse, c'est le plus gros aéroport pour le fret d'Espagne. Et il est à 1,5 km de Plaza. Donc tout ça fait qu'il y a énormément de marchandises qui arrivent à Plaza. Et il y a 3 semaines, il y avait un débat à la Chambre de commerce ici de Pau. Je ne sais pas si nous on y était. Enfin, quelqu'un de chez nous y était. Et on s'est aperçu que le directeur d'Alia, c'est un cluster qui développe et promeut Plaza. Et ce monsieur est venu en espagnol, ici à la Chambre de commerce de Pau, et a dit, voilà, nous, ce hub, c'est le hub de l'Europe, de l'Ouest et du Sud.
pour des marchandises qui arrivent de partout dans le monde. Effectivement, elles arrivent de la Chine. Et elles arriveront peut-être du Mercosur après, on verra. Mais ce hub, c'est pour distribuer toute l'Europe de l'Ouest. Donc, on a besoin de voies d'accès. On y reviendra, on rentrera un peu plus dans le débat et dans les questions que vous posez un peu plus tard. Vous nous avez amené à Pau. Je me tourne vers Michel Mernas parce qu'on s'est aperçu que le débat de la Pau-Canfranc s'invite dans l'agglomération paloise, s'invite au conseil d'agglomération avec des maires des communes traversées par la voie ferrée qui commence à s'émouvoir. Quand je dis s'émouvoir, c'est une litote. On a l'impression que parfois même ils découvrent que depuis 30 ans, il y a un projet qui est de liaison ferroviaire et qui était en train de mûrir et qu'ils commencent à en voir les conséquences que ce trafic pourrait avoir sur les nuisances sonores, sur l'impact sur le trafic routier avec les passages à niveau et tout. Et actuellement, ça devient presque un enjeu dans la campagne électorale que vous avez lancée. Alors, je ne parlerai pas d'enjeu. D'abord, je vous remercie pour cette invitation, parce que je crois qu'il est important de placer un tel sujet au cœur du débat de notre territoire. Ce n'est pas un sujet anodin. Je voudrais dire un peu en avant-propos également, je l'ai dit lors des réunions publiques, que je ne suis pas opposé au train. Je pars en vacances en train. Je m'en vais au travail souvent en train à Toulouse. Donc il n'y a pas de... Par rapport à cela, la question, elle ne se pose même pas. Moi, ce qui m'interroge dans ce dossier, c'est que, vous savez, l'expression qui est bien connue, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Dans ce problème, dans ce dossier, c'est pas un loup qu'il y a, c'est une meute de loups. C'est ça le vrai débat. On posera la question pour voir. J'ai découvert, par le plus grand des hasards, la réalité de ce dossier lorsque 3 concitoyens sont venus me voir. 3 citoyens de l'association de M. Bonamy. 3 citoyens politiquement très différents. Ça m'a interrogé quand même. Et là, j'ai découvert un projet. Moi, j'étais sur la logique... En 2025. Oui, en juin 2025. Et là, j'ai découvert un projet qui était bien loin de ce que j'imaginais. J'imaginais le petit train touristique qu'évoque encore le président de région, qui pose strictement aucun problème à personne, avec son TER, ses petits voyages Pau-Canfranc, enfin, je veux dire, et un peu de fret. J'ai un petit peu parcouru la presse, parcouru les rapports. Et vous savez, ce qui me fait beaucoup réfléchir dans ce dossier, c'est que je crois, un petit peu l'habitude des rapports administratifs. Je vis dans les rapports administratifs. Et les rapports administratifs... Je rappelle que vous êtes juge administratif. Et souvent, dans les rapports administratifs, ce qui est important, ce sont les non-dits. C'est-à-dire que plus ils sont bien écrits, plus il faut être attentif. Et moi, la première question que je me suis posée, c'est quel est ce projet ? Quel est ce projet ? C'est aussi simple que ça. Quel est ce projet ? Mais on va tenter d'y répondre. Quel est ce... je peux finir le propos. Quel est ce projet ? Donc, quelques jours plus tard, je m'invite à une réunion à Oloron. Bernard était présent, monsieur, je crois aussi, était présent. Une réunion un peu houleuse, il faut le dire. Et à l'occasion de cette réunion, j'entends très clairement que c'est un projet de 50 trajets. Et ça a été dit. Là, on n'est plus du tout dans la même dimension. Donc de cela découle une deuxième question. Un projet de 50 allers-retours, ça nécessite des questions de financement. Qui est derrière ? Qui finance ? Quels sont les risques d'infrastructure ? Quelle est la réalité ? Et la troisième question que je me pose, j'ai dit, mais je suis très surpris, je reprends les documents, je reprends tous ces documents, et je vais vous le dire, je les ai là, l'agglomération de Pau, à aucun moment, n'a été évoquée. Il y a eu un débat pour la vallée d'Espe, qui est totalement légitime et que je peux comprendre,
Mais l'agglomération de Pau n'a jamais été... Est-ce que évoquée. c'est pas aussi peut-être le fait d'une passivité de la communauté d'agglomération dans ce dossier? Moi, je ne sais pas si c'est une passivité. En tout cas, si vous le voyez comme ça, c'est votre opinion. Moi, je pose la question. Moi, je ne l'analyse pas comme ça. J'analyse simplement une chose. C'est qu'il y a eu un conseil communautaire, il y a quand même 15 jours, auquel vous avez participé, vous avez rendu compte. Il y a eu des demandes écrites d'élus de l'agglomération, et à ce jour, la réalité, nous n'avons pas de réponse précise. Alors, moi, je veux bien qu'on me parle de concertation, mais il y a un principe aussi. En politique ou en droit, on parle de concertation quand le projet initialement est connu. Et là, le projet, pour moi, il n'est pas connu. On y revient, et je me tourne vers Bernard Ituri, qui lui a toujours soutenu ce projet, qui va voir passer à Oloron les mêmes convois que ceux qui vont arriver à Pau, et qui maintient son soutien à cette liaison Pau-Canfranc. Oui, et c'est pour ça que je me réjouis de voir que tout le monde est favorable au train. On a tous, un jour ou l'autre, participé de près ou de loin à la réouverture, à la quête de réouverture de cette voie. Au départ, c'était un peu par nostalgie, par mélancolie, par syndicalisme, quand c'était les cheminots. Maintenant, c'est davantage pour coller un petit peu à l'actualité, qui nous fait dire, par exemple, qui nous fait constater que en 5 ans, le nombre de voyages SNCF dans le format de la Nouvelle-Aquitaine ou de l'Aquitaine, de l'ex-Aquitaine, a pratiquement doublé, à peu près de 66 000 à 105 000 voyages. Il y a une véritable appétence pour le train. Sens de l'histoire. Je parle des voyageurs, c'est dans le sens de l'histoire, c'est dans le sens aussi mais de quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a 50 ans, à savoir le réchauffement climatique et la volonté de décarboner un peu nos comportements, d'être plus léger sur notre planète. C'est d'ailleurs certainement ce qui a animé aussi, au niveau des transports urbains ici, l'avènement des cars hydrogène. Donc ça, on le partage tous. Pourquoi ? Parce que il y a un véritable appétit des Espagnols unanime. Tous les secteurs en Espagne, en Aragon, sont unanimes pour cette réouverture-là. Ça fait un peu plus débat ici, parce qu'on est plus dans la chicaille et puis dans l'appréhension. Et moi, je suis heureux de participer à cette réunion, parce que je peux vous donner aussi le point de vue d'un maire d'une ville et d'un président de communauté de communes qui va être traversé de part en part par la voie ferrée, avec davantage de trains que maintenant. Pour les voyageurs, l'offre elle est conséquente, puisque on a 12 TER qui iront ou jusqu'à Bedous ou jusqu'à Canfranc, 5 et 7. On a 2 trains qui iront jusqu'à Saragosse. C'est pas ça qui semble poser problème, d'ailleurs. Ce qui pose problème, c'est que là où, parfois les mêmes, parce qu'ils sont ici, dénonçaient la faible capacité d'un chouchou qu'ils imaginaient, c'était comme ça qu'il avait été caractérisé, maintenant s'émeuvent que ça soit trop. Et ce qui trouble un petit peu l'onde, c'est effectivement le terme d'autoroute ferroviaire que vous avez évoqué. Et que j'ai mis entre guillemets. Comme un spectre, une autoroute ferroviaire, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas possible sur une voie unique. C'est pas possible avec des tunnels qui ne sont pas au gabarit. Ce n'est pas possible sur des voies qui ont des courbes très prononcées. Ce n'est pas possible sur une voie qui ne pourra pas accueillir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année des trains à un rythme extrêmement cadencé, tout simplement parce que la géographie ne le permet pas. Ce qui a semé le doute, c'est que dans la première formulation de l'étude, où il fallait montrer le capacitaire a été montré au maximum, bien évidemment. Mais ce capacitaire ne signifie pas que c'est égal à l'offre qui sera fournie. L'offre qui est fournie, alors tout ça, ça continue à être étudié, parce que à prendre en compte aussi les réalités locales, les temps d'attente, etc. Je sais que Michel Bernot s'est préoccupé par le PN4, par exemple, où le PN4, c'est un passage à niveau particulier. Très particulier. Très particulier. Voilà, alors je sais qu'il y a toutes ces préoccupations. Actuellement, mais je parle sous le contrôle du directeur régional du SNCF Réseau, actuellement, c'est un format plus réduit qui
envisagé pour l'ouverture et pour la suite de 6 trains, 3 allers-retours, ou jusqu'à... 3 allers-retours, ou le double, c'est-à-dire 6 voyages, donc ça fait 12 circulations avec les allers-retours. La première bouture nous aiderait à supprimer 160 camions de la route, cette route de montagne, dont on ne dit jamais assez le coût de l'entretien. 70 millions en 5 ans. Les 5 dernières années, multiplié ça par 10, en 50 ans, ça fait 700 millions. On parle toujours du prix du ferroviaire, de la longueur des dossiers aussi, mais on ne dit jamais que une route comme celle qui traverse la vallée d'Aspe et qui monte au son port, elle est également extrêmement gourmande en fonds pour l'entretenir. Et donc, l'un dans l'autre, effectivement... C'est-à-dire que dans le temps, une ligne ferroviaire déjà coûte moins cher en entretien qu'une route qui est soumise à des aléas climatiques, notamment dans les vallées. Une ligne ferroviaire, elle est construite pour 100 ans, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'entretenir. Oui. Et une machine ferroviaire, sa durée de vie est à peu près de 40 ans. Moi, juste une chose. J'avais coupé la personne. Hein. Donc, c'est pour ça que dans des perspectives de décarbonation, dans des perspectives de développement économique, pour du fret qui est pour l'instant très massivement cantonné au Béarn, aux Landes et au Haut-Aragon, ou à l'Aragon. Voilà, ça vaut le coup de la vie de la région de supprimer ces circulations intempestives à raison de 600 camions par jour qui passent à Oloron, qui passent sur la 134, qui passent au passage à niveau qui est concerné. Et je dirais même qu'il y a urgence, et c'est ce que portent en général les écologistes quand ils parlent d'urgence climatique. Avant de vous donner la parole pour que vous posiez des questions, je vais en poser une. Je vais relayer la question de Michel Bernos. Jean-Luc Gary, directeur régional de SNCF Réseau, est-ce qu'il y a un projet caché ? Puisque c'est ce que l'on entend, c'est ce dont Alain Rousset parle quand il parle d'énormes mensonges. Si je vous dis non, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis oui, ça serait un mensonge. Non, vous allez me dire non, mais vous allez me dire pourquoi vous me dites non. Non, je crois que, d'abord, moi je comprends parfaitement les interrogations des élus, les interrogations de la population. Mais je pense qu'il faut voir de quoi on parle. Hein. Si on reprend le dossier de concertation, on parle de capacité. Ça a été souligné par Bernard Écurie. On parle de capacité. Et là, il y a peut-être un défaut de communication, d'information, d'explication, de pédagogie de notre part. Je veux bien prendre ma part de responsabilité là-dedans. Je pense qu'il faut l'expliquer. On parle de capacité. Je vous lis ce qu'il y a dans le dossier de concertation pour être précis. Les termes employés dans le dossier support de concertation sont les suivants. L'infrastructure sera en capacité d'accueillir 13 allers-retours TER par jour, dont 6 terminus douce et 3 terminus Canfranc. L'infrastructure sera en capacité d'accueillir 2 allers-retours train longue distance Pau-Saragosse. L'infrastructure sera en capacité d'accueillir 10 allers-retours de train fret par jour. Ça, c'est ce qui est écrit dans le dossier support de la concertation en 2024. Je me permets de dire simplement, sans polémique aucune, à monsieur le maire de Jurançon, que nous avons, y compris dans le cadre de la concertation, réalisé un atelier sur le fret ferroviaire à Pau. J'y étais présent avec des collègues de l'Aragon. Vous y étiez peut-être, ou votre association y était peut-être. On n'était pas au courant. Et donc, on n'était pas, parce qu'on n'était pas au courant. Je suis désolé, mais... Non, mais j'ai dit que je voulais bien prendre ma part de responsabilité dans le défaut d'information. Enfin, il y a eu des ateliers qui ont été menés sur tous les territoires, y compris à Pau, sur le fret ferroviaire. Voilà, donc il y a la capacité. On parle de capacité dans le dossier, parce que quand on construit, quand on réouvre une ligne ferroviaire, on doit estimer et on doit présenter effectivement quelle est sa capacité. On construit une ligne ferroviaire pour 100 ans. Ce qui ne veut pas dire qui ne veut pas dire derrière qu'il y aura effectivement X trains de fret, X trains de voyageurs. Je rappelle que les trains régionaux, c'est la région qui décide combien de trains elle met sur les voies. Les trains de fret, il faut qu'il y ait un marché. Ce n'est ni la région, ni SNCF Réseau,
ni l'État qui C'est décide inquiétant. combien il y aura de trains de fret. C'est inquiétant. Hein, c'est le marché qui décidera. Il faut qu'il y ait des entreprises qui veuillent faire Eh du oui. trafic. Je vous rappelle que la seule autoroute ferroviaire de franchissement d'un massif montagneux en France, c'est dans la vallée de la Maurienne. Mhm. Le service est interrompu depuis 2023. Il a fonctionné de 2003 à 2023. Ce service d'autoroute ferroviaire est sur une ligne électrifiée, double voie, avec des pentes qui sont la moitié de ce qu'on trouve sur Pau-Canfranc. Il y avait 5 allers-retours par jour. Donc, autoroute ferroviaire, pour vous, le terme n'est pas du tout adapté. J'ai vu que Michel Bernos n'arrêtait pas de Non, mais réagir, de je vais essayer, placer. je vais essayer de- Allez-y, posez votre Non, question. je vais essayer Michel. de répondre parce que d'abord je remercie Monsieur le Directeur puisque Monsieur le Directeur dit simplement les chiffres que nous disons depuis 6 mois. C'est exactement ça. 13 x 2, 2 x 2 et 10 x 2. Voilà. C'est les 50. Donc ce n'est pas déjà les 75 qui ont été annoncés, colloque qui l'a qui ont été annoncés dans la presse ce matin. Premier point. Le deuxième point, vous parlez de concertation. Les informations que j'ai eues, elle a moins réuni de monde, votre concertation, que la dernière réunion auquel j'ai assisté à Oloron. Donc vous vous doutez très très bien que je peux être un peu dubitatif sur la nature d'une concertation que, au demeurant, je vous remercie d'avoir organisée, parce qu'elle n'avait pas de caractère obligatoire, juridiquement. C'est bien de l'avoir fait, mais il faut la ramener à sa juste proportion. Le problème, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les dossiers. C'est la réalité des chiffres. Et quand vous lisez les dossiers, j'entends bien ce que dit monsieur le maire d'Oloron sur la décarbonation, sur le ferroutage. Le problème du ferroutage, c'est qu'effectivement, il a été mis en avant au début du projet, et tout le monde ne peut qu'être d'accord sur la nécessité de ramener sur le train un risque routier que l'on entend parfaitement. Et moi, le premier, j'ai des amis en Vallée d'Aspe, je l'entends parfaitement. La réalité, elle est tout autre. D'abord, la réalité, c'est que dans le dernier document de concertation de mise en compatibilité des plans, le ferroutage, il disparaît. Il disparaît. On ne parle plus que de transport de voyageurs et de transport de fret. Ce qui veut dire en clair pourquoi il disparaît. Je vais finir avec ça. C'est important pour vous, cette question de sémantique, de passer le ferroutage? Non, mais attendez, c'est extrêmement important parce que quand vous pointez cette question, vous mesurez un seul point. Comment on finance avec une économie générale française, une région qui refuse de financer même la Limoges-Angoulême parce que Monsieur le Président a dit qu'il n'y avait plus d'argent, on se retrouve derrière une question fondamentale. Qui paye? Comment cela va se financer? Attendez, je vais finir. Le ferroutage, on l'a écrit, n'est pas rentable dans les conditions d'exploitation de la Pau-Canfranc. Il n'est rentable que sur des délais de temps et de kilométrage qui sont entre 600 et 800 km. C'est mathématique. Je suis désolé, c'est mathématique. Le deuxième point, la Cour des comptes, quand elle a fait son rapport où elle a montré les déséquilibres actuels du financement, et déjà du financement de la TER, alors imaginez, dans une évolution exponentielle de la TER, a bien montré qu'effectivement, l'équilibre ne peut se faire que par une augmentation du transit de fret. Et ce transit de fret, M. Bonamy l'a rappelé, comment peut-il se faire? Il ne peut se faire que par des gens qui, effectivement, ont tout intérêt à venir sur notre territoire. Et c'est tout, et c'est la situation actuelle que nous avons avec l'Espagne. André-Pierre Vénamy, vous avez un point à rajouter, mais après je laisserai quand même répondre. Bernard, oui. Bernard. Alors, oui, juste merci, monsieur le directeur, parce que vous avez mis un... Alors, c'est très clair maintenant. On parle de capacitaire. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sûr que les 3 TER et les 2 trains soient, effectivement, roulent. C'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est tout. On pas parle ce que de capacité. dit. Permettez-moi de rectifier. On parle de capacité de la ligne à recevoir un certain nombre de trains en fonction de... Mais vous avez parlé de 352 camions sur les trains aussi, ça c'est dans le rapport. Vous avez dit que la capacité c'était de mettre 352 camions en ferroutage. C'est dans le rapport. On a écrit... Attendez, mais... On dit tout. On a écrit... Mais j'avais la parole. Oui, mais vous vous adressez à moi directement. Non, je vous remercie. Donc, on a écrit qu'on pouvait reporter
Et c'est ça l'objectif, c'est reporter des marchandises de la route sur le train. À capacité de 352 camions, c'est dans le rapport. Une dizaine de trains, ça fait en gros 300 camions. Oui, Voilà, mais vous avez vendu ça, c'est vendu comme ça aux gens de la vallée. C'est 30 camions par train. Voilà. Donc, c'est la capacité que pourrait, je dirais, absorber la ligne. D'accord. On parle bien de capacité. Ensuite, sur le nombre de trains, mais je de vous ai camions, pas dit je parle de qu'il pourrait camions. ne pas y avoir 3 trains TER. J'ai dit que c'était la région qui décidait le nombre de TER qu'elle met sur chacune des lignes. Donc, s'il n'y a pas de rentabilité, on peut les enlever. Mais c'est pas une question de rentabilité. Il n'y a pas de rentabilité. Oui, est-ce qu'il y a besoin la question que je pose demain, est-ce qu'il y a besoin d'une rentabilité sur 1,2 million Non, mais attendez, Oloron-Bedouce, c'est 1,2 million. Aujourd'hui, Oloron-Bedouce, qui a été fait en 2016, coûte 1,2 million la gestion de cette ligne. Non, mais attendez, monsieur. Et il y a 15 000 personnes qui prennent le train, donc 80 000 euros de billetterie. Attendez. Vous avez dit que vous étiez pour le train. Mais je suis Si pour le vous êtes train, pour mais le train, vous devez il faut, ça- Attendez, il faut aussi. Non, mais je suis pour le train, mais il faut regarder la réalité économique aussi, Oui, parce qu'elle dépendra. Cette réalité économique André-Pierre Bernami. va donner ensuite le schéma de ce qui va se passer. Voilà. André-Pierre Bernami, Oui. laissez répondre à Jean-Luc Gary. Le train, le TER aujourd'hui, Bernard Uturi pourrait le dire mieux que moi, hein, c'est en gros les usagers du train, et c'est comme ça à peu près partout en France, pour les trains régionaux, payent en gros 25% de ce que coûte réellement le billet. Là, c'est 2. 25%. Là, c'est 2%. À partir de là, on est sur un service public, c'est la région qui compense. Et c'est comme ça partout en France. Mais très Et bien. c'est comme ça pour tous les trains, sauf les TGV. Les TGV, c'est un service commercial, effectivement. C'est des recettes commerciales. Le TGV s'autofinance. C'est une activité commerciale au sein de la SNCF. Hein, c'est-à-dire que les usagers payent le prix du train. Mais dans tous les autres, que ce soit les intercités, que ce soit les TER, c'est soit la région en tant qu'autorité organisatrice qui compense ce que coûte réellement le train, ou c'est l'État dans le cadre des intercités qui est autorité organisatrice. C'est la réalité du transport ferroviaire en France. C'est parfois différent Oui, j'entends. ailleurs en Europe, parce J'entends que bien. soit on décide de faire porter le coût sur l'usager, hein, et à ce moment-là, le prix du billet, effectivement, augmente, soit on décide de faire passer le coût sur les impôts, et c'est la collectivité nationale ou régionale qui finance. D'accord. Juste, non, je Bien, voulais oui, juste. Bernard Uturi, Oui, après, je voulais revenir sur oui, le. mais on y sur le reviendra, camion. mais Bernard Uturi a un point à rajouter. Bien, d'abord, je Puisque note, les monsieur, trains, que- c'est lui qui je- va les je- mettre je en la note, région. monsieur, mais vous demandez d'une manière un peu indirecte la fermeture du train au moins à Oloron pour le trajet Oloron-Bedouce. Voilà. Je parle d'économie. Vous semblez l'assumer. Voilà, vous assumez aussi, enfin vous croyez, j'espère, monsieur Gary, et je le dis en tant qu'ancien vice-président à la mobilité, et je le dis en tant que conseiller régional aussi, je confirme qu'effectivement, d'une manière générale, le train appuyé par de la puissance publique n'a pas vocation à être rentable, mais à se rapprocher d'un modèle économique viable. Pas être- La fréquentation du train jusqu'à Bedouce, quoi qu'on en dise, a augmenté, sur Pau Bedouce, a augmenté. Elle n'a pas augmenté, je ne sais plus de quel pourcentage, mais enfin, elle a augmenté très significativement. C'est-à-dire La moyenne des passagers par train, c'est à peu près une vingtaine sur tous les trains. C'est pas Et les un chiffres peu que j'ai, plus mais été. Bon, on ne va pas faire une guerre des chiffres. Ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, si Bedouce reste une impasse, c'est pas désobligeant de ma part de le dire, mais si le train s'arrête à Bedouce, mais il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas motivées, parce que si elles veulent aller plus loin, dans la vallée, plus loin jusqu'en Espagne, il faut qu'elles prennent un bus, il faut qu'elles prennent Indiana, donc elles prennent leur voiture. Et donc il est dans les projets, effectivement, depuis le début, depuis que la région a financé à 100%, pour 102 millions d'euros, Les 27 kilomètres. la requalification entre Oloron et Bedouce. Après qu'elle ait financé à 35%, la requalification de Oloron-Pau, comme elle l'a fait d'ailleurs sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais c'était toujours dans la perspective d'amortir ces investissements par un prolongement de cette ligne qui nous permettrait d'aller jusqu'à Canfranc, Jaca, Huesca et Saragosse. C'était aussi la perspective de l'électrifier. Voilà. On en parlera aussi. Oui, mais c'est important. C'est important. Et donc, je veux revenir sur... je me suis exprimé sur l'autoroute ferroviaire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année.
C'est impossible sur une voie à rail unique. Et sur la route de la soie, il m'a été donné, il y a quelques années, à l'occasion d'un meeting technologique, de rencontrer, dans un format assez intime, le directeur de la Bank of China, la directrice du port de Marseille et M. Raffarin, qui est le héros français en Chine. Et justement, nous avons évoqué, ça remonte à 5-6 ans, nous avons évoqué la route de la soie. Mais la route de la soie, c'était sur des infrastructures qui n'ont rien à voir avec un rail unique. Vous n'imaginez pas, j'ai entendu parler à la réunion d'Oloron d'un accoquinement entre la région de Valence et l'empereur de Chine. Vous n'imaginez pas que la route de la soie puisse avoir un avenir sur un rail unique avec une pente importante et avec forcément des circulations qui sont arrêtées la nuit parce que la nuit est réservée pour maintenir la voie et qu'il faut ici fiche-la un petit peu au Et puis elle ne passe pas par riverain. Marseille plutôt Et la présence de la directrice du port de Marseille à l'époque, elle était là parce que ça arrivait effectivement au niveau de la vallée du Rhône, au niveau de Lyon, et puis ça redescendait vers Marseille pour irriguer l'Afrique. Enfin, franchement, qui peut croire que la route de la soie puisse passer par Pau-Canfranc, alors que Pau-Canfranc est déjà et sera saturé par les besoins locaux ici, notamment en matière de céréales et de transport en vrac. Et Michel, tu parlais de ferroutage. Alors la définition, le ferroutage, c'est les camions sur les trains. Il pourra y en avoir quelques-uns avec des wagons très bas. Modal. Mais la majorité, voilà, c'est ça. Mais l'immense majorité, c'est les céréales qui s'exportent de notre région ici, de l'Aquitaine, du Béarn, du Pays Basque, des Landes, vers l'Espagne qui est lacunaire à ce niveau-là. Alors, moi, je voulais dire une chose, parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure de finir. Ce qui a été vendu, parce qu'on est déjà, ce qui a été vendu, passé le temps déjà. Excusez-moi. Et ce qui a été vendu dans le projet, c'est que, moi j'ai discuté avec le maire de Bedouce, M. Bellegarde, et il me dit, ouais, moi on m'a dit qu'il y aura plus de camions sur la route grâce au train. Je dis très bien. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, là, le président de la région hier parle de mensonge. Alors, je ne vais pas dire que c'est un mensonge qu'il a dit, mais c'est une exagération. Il parle de 700 camions qui passent. Alors, effectivement, il y a 709 camions qui passent à Oloron. Il y en a 1100 à Jurançon, mais il n'y en a que 317 au Somport. 317 camions au Somport. Et sur ces 317 camions au Somport, sur les plaques, parce que c'est le CEREMA qui a fait cette étude sortie en 2022, donc c'est la dernière qui est à la fois quantitative mais qualitative. Et ça, c'est important. 83% des plaques sont des plaques espagnoles. 85% du trafic, c'est entre l'Aragon et l'Aquitaine, notamment Oloron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez du maïs, mais si demain, vous avez une grosse Euralis à créer un gros silo à Oloron, comment voulez-vous mettre sur le train du maïs qui part d'Oloron pour aller à Huesca? Ça va être en camion, évidemment, comme tout le reste, comme le chocolat de Lindt, comme les fêtes de cacao qu'ils reçoivent. On peut en parler, justement. On est d'accord. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est pas 700 camions, c'est 317. Parce 317. Et le problème, c'est qu'on aura la triple peine. C'est-à-dire que pour les gens de la vallée d'Aspe, ils auront le train, le fret, parce qu'il n'y aura pas de ferroutage, le fret, les camions, et c'est eux qui vont payer. Parce que effectivement, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui va payer. Donc, c'est nos impôts, c'est les contribuables. Donc, c'est pas supportable. C'est pas supportable. C'est-à-dire que le fret... la triple peine, Bernard Ituy. De la triple peine, à quel sujet? C'est-à-dire le train, dans la vallée d'Aspe, le train, les camions et l'addition. Mais écoutez, c'est pas ce que semblent partager les maires, même si ils peuvent avoir des réserves comme celle de Michel Bernos, par exemple, ou comme celle du maire de Gelos, ou potentiellement comme celle du maire d'Oloron aussi, qui pourra apporter des contributions pour que tout cela se fasse. Et de Bidos. Et de Bidos. Et de Poix et de l'Escar. Et d'Auge-les-Bains. Voilà. Et de Pau. Voilà, c'est en train de monter. Atrocité, on oublie toujours quelqu'un, c'est pour ça que je m'étais limité. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et on les rencontre bientôt. Oui, c'est pour ça que je m'étais laissé. Mais néanmoins, les maires de la vallée d'Aspe, puisque vous semblez particulièrement attachés à la, on arrive. À la vallée d'Aspe. On y arrive. Les maires de la vallée d'Aspe se succèdent et même s'ils n'affichent pas leur soutien, nous demandent des arrêts dans leur commune. Il y en a un prévu. Il y en a un prévu. Il y en a un ou deux qui sont prévus. Jean-Luc Garry peut vous apporter des précisions sur ce point-là, puisque je pense qu'il y en a plus qu'un. Oui, il y en a hypothétique plus de... S'il vous plaît, monsieur Bonamy, vous pouvez respecter les règles et arrêter d'interrompre sans arrêt. Non, mais je peux apporter... C'est ce qui est marqué dans le dossier. Moi, je risque ce qui est marqué dans le dossier. Laissez parler Jean-Luc Garry. Allez-y, je vous écoute. Si vous lui posez une question... Est-ce que le dossier est en train de changer? Le dossier est en train de changer. Non, le dossier n'est pas en train de changer. Le dossier s'affine dans la perspective du débat public. On est en train de valider, de vérifier
de consolider un certain nombre d'hypothèses. Il y a des études d'exploitation qui sont menées aujourd'hui pour savoir exactement, effectivement, au-delà de la capacité, ce qu'on va pouvoir faire passer comme train globalement entre les trains de fret, les trains de voyageurs, longue distance, courte distance. Tout ça va permettre d'avoir un dossier d'enquête publique abouti. S'agissant de la relation entre fret sur la voie ferrée et sur la route, on n'a jamais dit que le transport ferroviaire absorberait tout le trafic routier en matière de fret. Jamais. Simplement, s'il n'y a pas de fret ferroviaire, s'il n'y a pas ce report modal que je crois tout le monde appelle, et monsieur le maire de Jurançon le disait dans son introduction, c'est souhaitable, tout le monde le souhaite. S'il n'y a pas ce report modal, même une part, entre guillemets, infime, qui ne sera pas tout à fait infime, puisqu'on parle de 20% dans l'hypothèse la plus basse. En tonnes, ça représente s'il combien? vous plaît. En tonnes, ça représente combien? Non, je demande Attendez. en tonnes. S'il vous plaît. En tonnes, quel est le Non, je potentiel ne aujourd'hui? réponds pas à vos questions de cette façon-là. Non, Hein? c'est dommage. C'est dommage parce que les gens aimeraient savoir. Oui, continuez, Jean-Luc Garrigue. Donc, si jamais il n'y a pas ce report modal de la route vers le fer, il y aura à l'avenir encore plus de camions. Encore plus de camions. Voilà. Donc, l'idée, quand même, c'est de faire en sorte qu'une partie du fret de la route passe sur le fer, d'alléger le trafic routier dans la vallée d'Aspe et ailleurs, le long du tracé, qui pose quand même un vrai souci, y compris des questions de sécurité. Tout le monde se rappelle de l'accident qu'il y a eu il y a quelques années avec la route qui a été interrompue pendant quelques jours, plusieurs semaines même. Donc voilà, je pense que c'est une mesure d'intérêt général, c'est une mesure de salut public, entre guillemets. Et donc ce report modal est nécessaire. Alors, la capacité en tonnes de ce report modal, puisque vous êtes maître d'ouvrage, dites-nous quelle est la capacité en tonnes de ce report modal, qu'il soit sur les camions, le fret. Quelle est la capacité en tonnes? J'ai dit qu'un train de fret de 450 mètres à peu près, Ouais. c'est 30 camions. Non, mais... Voilà, c'est 30 camions. On parle camions. C'est ce qui est important, ce qui roule, c'est les camions. Mais non, sur la Transalpine, il parle de... Là, sur la Transalpine, qui est très comparable, puisque le Fréjus, c'est une ligne Mais c'est pas comparable du tout. C'est exactement pas la même comparable chose. du tout. Tout à l'heure, Je l'ai que dit. d'un côté c'est une autoroute et de l'autre ça n'en était pas une. Si je peux Il y a me Michel permettre, Bernos qui je vous remercie. piaffe. Non, je ne Pardon. piaffe pas, je suis d'une sérénité sereine d'un Jurançonnais qui voit arriver quelque chose qui ressemble à une déflagration. Moi, ce que je voulais vous dire par rapport au report modal, une chose très très simple. Quand vous créez en économie les conditions d'une centralité ferroviaire, vous créez un appel d'air sur le réseau routier. Donc il n'y a pas de report. Ça sera un axe transversant, c'est un principe économique. Si c'est celui-là qui est choisi, il ne passera pas au centre des Pyrénées, il passera entre Saragosse, Pau, Bordeaux. Attendez, moi je suis extrêmement correct dans les débats, je laisse parler les gens. Mais moi, Voilà, je vous remercie. Je vous ai pas interrompu. Jean-Luc La Garrigue deuxième- a juste demandé après votre demandé la intervention, parole. Michel Bernos, je lui donne la parole. Si je peux simplement finir Oui. mon propos. C'est simplement un fait économique. Les centralités, les développements d'offres, elles développent d'autres offres. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi, je sors de ce débat, je suis tout aussi inquiet. Je suis tout aussi inquiet parce que j'ai une confirmation. J'ai une confirmation, c'est le nombre, effectivement, de trajets et de mouvements sur cette ligne. Les chiffres ont été dits, je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est les chiffres que vous avez dit à Oloron, et ça m'inquiète. Ça, c'est Chiffre capacitaire. le chiffre... Oui, mais attendez, chiffre capacitaire... Voilà. Le troisième point, je sors de ce débat, je n'ai toujours pas de vision précise et claire, à part peut-être un commentaire en opportunité sur la République des Pyrénées ce matin, je n'ai pas de vision claire de ce qu'est ce projet. Alors même, je le répète, que les documents que nous avons, quand on les lit de manière très précise, démontrent que malheureusement, nous n'avons pas tort. Nous n'avons pas tort. Et qu'effectivement, le doute que nous avons est en train de se transformer en une réalité peu contestable. Je n'ai pas de réponse non plus sur la nature du financement global, de l'équilibre global d'un tel projet. Pourquoi ? Parce que d'abord,
le projet, on n'ose pas nous le définir. Et deuxièmement, on sait très très bien qu'il y a une crise totale des finances publiques et que l'on peut aussi s'interroger s'il n'y a pas d'autres priorités sur les transports, notamment transversaux régionaux, qui sont une attente. Je n'ai pas non plus de réponse sur le fait de savoir si cette voie de transit que l'on nous évoque, eh bien je suis désolé, mais quand vous regardez quand même la presse espagnole, la presse aragonaise, la volonté politique des élus aragonais qui disent mais vous allez le faire, c'est une manière d'être. L'injonction. C'est de l'exigence, c'est de l'injonction. Moi je suis désolé, je suis un élu de la France, je l'ai dit en conseil communautaire, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ma commune. Je ne sais pas si Bernard, s'il était maire de Jurançon, aurait la même position, parce que je lui ai fait remarquer que même mon opposition politique qui est proche de lui est à fond, est opposée à ce projet. Je souhaite terminer. On explose le temps du débat. Je souhaite terminer. Je ne veux pas que vous soyez frustré en écoutant le débat. Je voudrais que Jean-Luc Gary vous apporte des réponses. Je souhaite finir parce que c'est quand même important. Moi, je vais vous dire, dans cette affaire-là, moi, j'ai un vrai sentiment d'opacité. J'ai un vrai sentiment d'improvisation. Et je suis désolé de vous le dire. Moi, j'ai pas un sentiment que l'on nous dit la vérité. On a fait des concertations. J'ai découvert ça alors que j'étais maire d'une ville quand même importante et qui, même Bernard a eu l'amabilité de lire, pose une problématique très très particulière d'entrée d'agglomération. Vous comprendrez quand même que je peux être un peu ému et assez déçu sur la réalité de ce projet. Alors, pour lutter contre la frustration de Michel Bernos et pour qu'il quitte ce débat avec quelques réponses, Jean-Luc Gary, Bernard Ituri, lequel commence ? Bernard. Sur quel point ? Parce que monsieur le maire de Jurançon a évoqué beaucoup de points. Alors, je n'ai pas du tout l'ambition de le convaincre, parce que je pense que, en tout cas, à ce débat-là, je pense que ce ne sera pas possible. On a essayé d'apporter des éléments de réponse. Je renvoie les auditeurs, les téléspectateurs, aux 2 pages que vous avez bien voulu réaliser aujourd'hui dans l'édition de la République des Pyrénées, qui sont bien faites, parce elles reprennent des faits, elles reprennent des choses, des éléments qui sont dans le dossier de concertation de l'an dernier, encore une fois, qui vont être affinés, qui vont être consolidés, pour arriver à un projet qui sera soumis au débat public. Donc vous aurez les réponses, monsieur le maire, d'ici là. Et moi, je suis tout à fait prêt à revenir vous voir chez vous, à Jurançon, devant votre conseil municipal, devant qui vous voulez, pour expliquer et présenter le projet. Je suis à votre disposition, c'est quand vous voulez. Et je viendrai présenter le projet et je viendrai répondre à toutes les questions que vos administrés souhaitent me poser. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien de caché dans ce projet. Il n'y a rien à cacher. S'agissant du financement, encore une fois, on est en train de consolider les études et de préciser l'ensemble des éléments, la consistance du projet. On est obligé, à un moment donné, de prendre en compte des hypothèses. On a évoqué des capacités. On va prendre en compte des hypothèses de trafic pour effectivement définir la consistance réelle du projet et définir son coût. Je me permets juste une parenthèse, parce que c'est vrai que la question du budget est au cœur aussi des discussions, puisque d'un côté, on a 450 millions, de l'autre côté, 1 milliard. Certains disent plus d'1 milliard. Donc c'est vrai que c'est expliquer ces différences qui, on le voit autour de la table, animent les on a indiqué un montant brut du projet des travaux, dans le dossier de concertation de 450 millions d'euros. Nous n'avons jamais évoqué 1 milliard. J'ai entendu ce chiffre-là aussi. En fonction, encore une fois, de la consistance réelle du projet, le chiffre sera entre 450 et 800 millions d'euros. C'est à peu près, effectivement, le coût du projet, y compris avec le tunnel du Somport, d'ailleurs. Le tunnel du Somport, qui, aujourd'hui, c'est les Espagnols qui ont réalisé l'étude, et qui est de l'ordre de 100 millions d'euros. Et il y a un tiers du tunnel, 40%, qui est sur la partie française. Vous voyez à peu près ce que ça peut faire. Donc, voilà à peu près où on en est. Donc, et ensuite, le financement aujourd'hui, c'est un réseau. Cette ligne-là est inscrite au réseau des réseaux transeuropéens
de transport. La Commission, l'Union européenne, qui finance d'ailleurs aujourd'hui une grande partie des études, a dit son intention de financer la réalisation des travaux à hauteur de 50%. Et ensuite, évidemment, la région n'a jamais caché qu'elle financerait ce projet. Mais la décision n'est pas prise. Enfin, moi, je ne veux pas me lancer à la place de la région. La décision aujourd'hui n'est pas prise. D'abord parce qu'on n'a pas le coût définitif. Et ensuite, on connaîtra le montant exact de la subvention européenne. Et donc, la région prendra sa décision de manière éclairée. Alors moi, je suis resté sur une appréciation du commissaire européen en charge de la mobilité il y a 2 ou 3 ans à Canfranc, qui avait dit, et c'est resté inscrit pour l'instant, personne ne l'a démenti au niveau de l'Union européenne, que ce projet, la poursuite de ce projet devait être inéluctable. Voilà. Alors effectivement, je ne vais pas reprendre le financement. C'est un financement attendu de la région, de l'Europe, qui a, et la région y participera, qui a effectivement conservé dans la période 2025-2032, je crois, ce projet parmi d'autres. Ça, c'est jamais gagné. L'enquête d'utilité publique, la DUP vont parler également. Moi, j'ai un peu de peine, Michel, parce qu'on se connaît depuis longtemps et tu me traites de fake news, quoi. Parce qu'il n'y a pas de vérité cachée. Enfin, moi, je le connais bien, ce dossier, depuis toujours. Je m'en ouvre publiquement parce que je suis comptable aussi par rapport à mes concitoyens d'Oloron et de la communauté de communes d'Oloron. Je ne peux pas me permettre de dire des contre-vérités. Et crois-moi, il n'y a rien de caché. Qui a intérêt à cacher quelque chose là-dessus? Les Chinois? Alors si tu crois à ça, peut-être qu'il faudra qu'on passe un petit moment ensemble pour relativiser. Je suis pas de nature complotiste. Ce que je voulais dire, j'ai plutôt la réputation du contraire. Mais moi aussi, et on partage. Alors, juste une question. Je termine en 2 minutes. Je termine en 2 minutes pour dire que toutes les concertations ont leurs limites. Il peut y avoir l'émetteur, il peut y avoir le récepteur aussi. Moi, j'ai assisté à 2 réunions à Oloron, à la salle Louis Berthaud à Oloron, où ton adjoint Tisney était présent et a évoqué justement les problématiques de Jurançon. Non, c'est moi qui les ai évoquées. Non, auparavant, il y a plusieurs mois. Auparavant, dans des réunions de concertation, dans le cadre de la concertation et des études. C'était les problématiques liées à la RN 134. Non. Attention, c'était l'entrée de la ville de Jurançon et la problématique spécifique de la RN 134. Non. Il faut être très très précis. C'était organisé aussi en présence des services et des élus de la... Le questionnement, Bernard, il était sur la RN 134. Et je suis très très précis sur ça parce que j'en ai parlé encore avec Francis. J'ai eu les remontées... admettons qu'ils se croisent d'une manière singulière. On va accélérer parce le dernier point que je voudrais afficher, c'est quand même un chiffre fort au regard de ce que M. Gary a dit tout à l'heure. À la tonne, pour le coup, cette fois-ci, l'accidentologie sur la voie est 5 fois inférieure à ce qu'elle est avec les camions. On a eu assez de drames et on a frôlé les drames et même des morts avec des chauffeurs espagnols pour prendre ça en compte. Tout à fait. Et puis, je dirais, parce que je sens qu'on arrive à la fin du débat, je dirais que on parle beaucoup dans le cercle des élus, dans le cercle des associations environnementales notamment, on parle beaucoup d'éco-responsabilité. On a une occasion là de la sortir du catalogue, parce qu'autrement elle va y rester dans le catalogue. On n'aura rien envié aux pays qui se sont assis sur les différentes COP 24 et autres. Jean-Luc Gary, vous aviez quelque chose et après je laisserai la parole pour une dernière question. Un point, parce que je sais que c'est un point important pour monsieur le maire de Jurançon. Le PN4 à l'entrée de l'agglomération, donc, qui est situé dans votre ville. Un passage à niveau est toujours un objet routier avant d'être un objet ferroviaire. On a analysé chacun des passages à niveau sur l'ensemble de la ligne. On n'a pas de passage à niveau problématique au sens où on n'a pas de passage à niveau dangereux. Sauf celui-ci. Non, celui-là il pose un autre problème. Il pose un autre problème. Il y a des seuils. Si vous voulez, les passages à niveau, ils sont analysés en fonction d'un certain nombre de seuils de passage. Je vais vous mettre une petite tente. Vous allez vous y mettre et vous allez voir ce que ça fait sur la vidéo. Développer. Il y a eu. Et donc, il n'y a aucun passage à niveau qui est considéré comme un point noir, on les appelle comme ça, au niveau national. Il y a des comptages qui sont faits, il y a des analyses très sérieuses qui sont faites, et il y a d'ailleurs des commissions départementales des passages à niveau qui sont réunies par le préfet, c'est sous l'autorité du préfet et de ses services, qui se tiennent annuellement avec l'ensemble des services concernés, des gestionnaires de voirie, des SNCF Réseau, pour analyser donc ces passages. Voilà.
Il y a eu une réunion le 25 novembre dernier, s'agissant du PN4. Les services de l'agglomération étaient présents et il n'a pas été évoqué. Ce que je veux dire, monsieur le maire, c'est que je ne nie pas les problèmes qui peuvent se poser au niveau du PN4, parce qu'il y a effectivement énormément de trafic. Je rappelle simplement que c'est la compétence de l'agglomération et que si vous le souhaitez, lors de la prochaine réunion départementale réunie par le préfet, rapprochez-vous, vous êtes très près des services de l'agglomération et qui portent le sujet du PN4 au niveau de cette commission et nous regarderons avec vous, avec les services évidemment, ce qui peut être fait dans le cadre de l'augmentation du trafic. Je veux juste répondre. Moi je veux juste y dire une chose quand même. Lors du débat de la communauté d'agglomération, je suis quand même très très surpris de ce que vous dites, parce que s'il y a une question qui a été abordée et que j'ai abordée effectivement, c'était le risque très spécifique de ces barrières, et je dirais plus largement les risques spécifiques qui vont de Gand jusqu'à Pau et même au-delà. Alors, vous voyez, je veux bien, je veux dire, je vais pas rentrer en polémique, c'est pas ma nature, et je suis en plus très très serein sur la question, mais là je pense que c'est le mot de la matinée, la sérénité. Non mais oui, mais il faut être serein. Mais je constate quand même une chose, ça fait quand même beaucoup des non-dits, des non-faits de ce dossier. Voilà. Alors une dernière question, parce qu'on explose le temps. J'avais prévu une demi-heure, on est presque à 1 heure. Et après, je garderai une question pour moi quand même. D'accord. Moi, je rejoins tout à fait Bernard sur la décarbonation. On est tous là-dessus. On est tous d'accord. Malheureusement, ce projet, il est incohérent pour la décarbonation, puisqu'on est en train d'utiliser une ligne qui a été pensée au 19e siècle pour résoudre un problème du 21e siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la Transalpine, celle de Montgenèvre, de Montseny, qui dit « Nous, on ne peut plus, c'est pas possible, cette ligne-là, ils attendent le Lyon-Turin ». C'est-à-dire qu'ayons l'ambition d'un vrai programme pour la décarbonation, mais on ne fait pas monter un train à 1200 mètres d'altitude avec des pentes à 43 pour 1000, et il va falloir des tractions et des tractions et des tractions. En plus, une question, justement, l'électrification, elle est prévue pour quand, si elle est prévue dans le budget? L'électrification, elle est dans le budget et elle sera réalisée dès la première phase des travaux. En 2032? Absolument. Donc l'électrification 2032? Oui, bien sûr. Enfin, 2032, je n'ai pas dit 2032, c'est vous qui le dites. Non, mais parce que le début de la ligne, on parle de... J'ai dit qu'on avait des études à mener, qu'à l'issue de la déclaration d'utilité publique, on avait encore des études à mener, des autorisations environnementales à obtenir. Ensuite, on consultera les entreprises et on commencera les travaux. Sur du 15 000 volts? Il y aura des études. Il y aura des études. D'accord, ok. Ma dernière question. Si ce n'est pas du 15 000, ou c'est du 1500 ou c'est du 25 000. D'accord, 25 000, pardon. 25 000, excusez-moi. Donc moi, je pose ma dernière question, parce qu'il faut vraiment clore le débat, et que je la pose à vous quatre. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il peut y avoir des choses cachées dans une enquête d'utilité publique? André-Pierre Aunem. J'ai pas assez d'expérience parce que moi j'ai jamais... c'est la première fois que je tombe sur un projet comme celui-ci que je trouve irresponsable, incohérent. Non, parce que c'est au cœur inefficace. Le projet caché. Donc, est-ce que ça peut exister un projet caché dans une enquête d'utilité publique? Écoutez, il y en a pour d'autres points, donc pourquoi pas là-dessus? Infury, vous avez assisté à de nombreuses enquêtes d'utilité publique. Ah oui, et plus spécifiquement la dernière qui concernait justement ce projet. Moi je veux dire, enfin je pense qu'on sera d'accord, Michel, là-dessus, que l'arbitrage, pas l'arbitrage, le fait qu'elle soit surplombée par la Commission nationale du débat public et par les deux garants qui sont arrivés, qui sont venus à chaque fois, accrédite l'effet, effectivement, la neutralité des débats. Et d'ailleurs, leur compte rendu, le compte rendu en atteste. Et le juge administratif... J'espérais surtout que tu n'évoques pas mes fonctions. Et en plus, il m'arrive de présider des nominations de commissaires enquêteurs, donc c'est un peu délicat. Oui. Moi, ce que je peux te répondre par rapport à cette question-là, une enquête publique n'a de sens que quand tu sais exactement quelle est la nature du projet pour lequel tu demandes concertation, tu demandes l'avis. Est-ce qu'on peut le cacher dans une enquête d'utilité publique? Écoute, j'espère que d'ici l'enquête publique, les choses seront beaucoup plus clarifiées. En l'état actuel des choses, c'est dans un mois. J'espère. Et je fais confiance à M. Gary. J'espère, et aussi bien sûr
à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage, bien sûr, à la région. J'espère, il y a une question qui a été posée par les élus de l'agglomération. Cette question, elle est extrêmement précise et elle doit être la base de l'enquête publique. Nous verrons bien. Jean-Luc Garin. Devoir de réserve. J'ai un devoir de réserve aussi. Ouais. Jean-Luc Garin. Oui, je voudrais rappeler, donc on est maître d'ouvrage de ce projet, que SNCF Réseau est le gestionnaire de l'infrastructure sur l'ensemble du réseau français, 30 000 km de ligne, que nous ne pouvons pas nous permettre de présenter un projet au débat public où nous serions, je dirais, accusés, entre guillemets, d'insincérité. Ce n'est pas possible. C'est la crédibilité des SNCF Réseau qui est en jeu. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Je pense que les projets que nous avons menés depuis X années en attestent. On peut ne pas être d'accord avec un projet. Mais il ne sert à rien de dire qu'il y a des choses cachées. Disons qu'on n'est pas d'accord. Mais il n'y a pas de choses cachées. Après, on peut ne pas être d'accord avec le nombre de trains. On peut ne pas être d'accord avec la desserte voyageurs ou la desserte de fret. C'est un projet d'utilité publique. C'est un projet qui répond à l'intérêt général. Après, on peut être contre l'intérêt général. C'est pas un sujet. Mais on ne taxe pas un projet de choses cachées alors que tout est sur la table et tout sera sur la table. Il y a une différence entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Je l'ai noté. Je vous remercie à tous les quatre. Je suis désolé à ceux auxquels j'ai promis que le débat durerait une demi-heure et il a duré 1 heure. Je pense que visiblement il va se poursuivre parce que Michel Bernos n'a pas compris qu'on était à la fin du débat. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous pouvez donc retrouver l'ensemble des éléments dans notre journal de ce vendredi et sur notre site internet, et à bientôt pour un nouveau débat de la REP.